Merci, Monsieur le Vice-président. Sans tarder, je vais entrer dans le vif du sujet, car le temps qui m'est alloué m'oblige à faire une course contre la montre. Au-delà du contenu de la réforme des pensions, c'est surtout la manière dont ce dossier a été géré qui soulève de sérieuses inquiétudes. Nous assistons depuis vendredi dernier à une situation pour le moins confuse. Le gouvernement a présenté une réforme majeure qui touche directement des centaines de milliers de Mauriciens. Cette réforme a provoqué une forte inquiétude dans la population. Les syndicats, les organisations de la société civile, les retraités et une grande partie de la classe moyenne ont exprimé leurs préoccupations. Et finalement, sous la pression populaire, le gouvernement a annoncé le gel du projet de mine testing qui devait s'appliquer à la State Age Pension. Et ce matin, l'honorable Premier ministre a confirmé le rejet du projet dont ce n'est plus d'actualité, tant mieux. Mais la question, Monsieur le Vice-président, qu'on devrait se poser est comment une mesure aussi importante a-t-elle pu être intégrée dans le budget sans consultation suffisante et sans que son impact social n'ait été pleinement évalué. Un budget national n'est pas un brouillon, un budget national n'est pas un laboratoire d'essai. Un budget national est l'expression de la politique économique et sociale d'un pays. Chaque mesure qui y figure doit être sérieusement étudiée, correctement chiffrée et largement concertée. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que la population vit désormais dans l'incertitude. L'année dernière déjà, Monsieur le Vice-président, les Mauriciens ont dû s'adapter au relèvement progressif de l'âge de la retraite à 65 ans. Cette année, une nouvelle formule de pension a été proposée. Aujourd'hui, cette formule est suspendue, mais personne ne sait réellement ce qui va suivre. Le gouvernement a-t-il définitivement abandonné cette réforme? Prépare-t-il une nouvelle formule? Une autre version sera-t-elle présentée dans quelque temps? Personne ne peut répondre à ce jour avec certitude. Or, les citoyens ont besoin de visibilité, ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin de savoir comment préparer leur retraite, organiser leurs épargnes et planifier leur avenir. On ne peut pas continuellement modifier les règles du jeu, puis revenir en arrière au gré des réactions. On ne peut pas gouverner un pays en créant un climat permanent d'incertitude et d'anxiété pour les familles. Monsieur le Vice-président, un autre élément a profondément troublé l'opinion publique. Le ministre de la Sécurité sociale, l'honorable Soubron, a publiquement déclaré que le Premier ministre aurait été mal conseillé dans ce dossier par une clique de 3 des personnes non élues. Je ne vais pas entrer dans les polémiques personnelles, mais si de telles affirmations sont fondées, elles soulèvent une question institutionnelle extrêmement grave. Qui élabore réellement les politiques publiques de ce pays? Qui conseille le gouvernement sur des décisions ayant des conséquences majeures pour des centaines de milliers de citoyens? Quel mécanisme de consultation, de validation et de contrôle existe avant qu'une mesure aussi importante ne soit annoncée dans un budget national? Nous parlons ici non pas d'une décision administrative secondaire, mais d'une réforme qui touche directement le contrat social entre l'État et ses citoyens. Dans une démocratie parlementaire moderne, Monsieur le Vice-président, les grandes orientations nationales doivent être préparées avec rigueur, transparence et responsabilité. Les Mauriciens méritent mieux que des annonces suivies de recul. Les Mauriciens méritent mieux que l'improvisation. Les Mauriciens méritent de savoir où le gouvernement veut conduire le pays. Car gouverner, ce n'est pas seulement décider, gouverner, c'est prévoir. Et lorsqu'il s'agit des pensions, il est de notre devoir collectif d'apporter des réponses claires, stables et crédibles à la population. Monsieur le Vice-président, lorsqu'on demande des sacrifices à la population, ces sacrifices doivent être partagés à tous les niveaux. L'effort ne peut pas reposer uniquement sur les citoyens. Le gouvernement doit également s'attaquer au gaspillage, aux dépenses non essentielles, aux privilèges excessifs
et à certaines rémunérations particulièrement élevées au sein des organismes para-étatiques et des compagnies d'État. Au-delà des salaires des élus, c'est l'ensemble de l'utilisation de l'argent public qui doit être examiné. Les indemnités, frais de représentation, véhicules de fonction, missions à l'étranger, per diem et autres avantages doivent faire l'objet d'une évaluation rigoureuse afin d'identifier des économies réelles. Au lieu de pénaliser nos aînés, il est également temps de mettre au frigo certains projets de rénovation, d'aménagement au coût manifestement exagéré, qui ne constituent pas une priorité dans le contexte économique actuel. Les Mauriciens, Monsieur le Vice-président, accepteront plus facilement les efforts demandés s'ils constatent que l'État lui-même montre l'exemple. La crédibilité d'une politique de rigueur repose avant tout sur l'équité, l'exemplarité et le partage des sacrifices. Monsieur le Vice-président, j'ai parcouru le budget et les annexes. Mais où est l'ambition nationale pour le sport? Où est la vision qui permettra à Maurice de devenir une véritable nation sportive? Le sport est un investissement dans la santé publique, dans la cohésion sociale et dans notre jeunesse. Chaque jeune qui pratique régulièrement un sport est un jeune moins exposé à la drogue, à la délinquance et à l'exclusion sociale. Chaque roupie investie dans le sport peut permettre d'économiser plusieurs roupies dans les dépenses de santé de demain. Je note également que les 125 millions additionnels alloués au secteur de la jeunesse et du sport seront principalement consacrés à la construction de 2 nouvelles piscines, ainsi qu'à la rénovation et à la modernisation des infrastructures sportives existantes, un investissement nécessaire pour offrir de meilleures conditions à nos sportifs et à notre jeunesse. Mais le problème n'est pas uniquement de construire, le problème est aussi de gérer, d'entretenir et d'animer. Une infrastructure vide ne produit aucun champion. Une infrastructure vide ne protège aucun jeune contre les fléaux sociaux. Nous applaudissons nos athlètes lorsqu'ils remportent des médailles. Nous les célébrons lorsqu'ils portent haut le drapeau mauricien, à l'image de nos cyclistes et de nos handisportifs récemment. Mais sommes-nous prêts à investir durablement dans leur préparation? Combien de fédérations peinent à financer leurs déplacements? Combien d'athlètes doivent recourir au soutien de leur famille pour poursuivre leur carrière? Combien abandonnent faute d'accompagnement? Monsieur le Vice-président, je suis triste quand je vois des sportifs qui peinent à trouver le financement nécessaire pour des déplacements à l'étranger. Dans l'élaboration du manifeste électoral de l'Alliance du changement, j'avais personnellement fait inclure la création d'un fonds spécial provenant des recettes du loto pour le sport d'élite. Cela aurait permis de financer la participation de nos athlètes ou équipes dans les compétitions régionales et continentales. Malheureusement, ni le ministère des Finances ni celui des Sports n'ont jugé nécessaire d'appliquer cette mesure à ce jour. Nous ne pouvons pas exiger des résultats internationaux sans fournir les moyens nécessaires. Monsieur le Vice-président, la lutte contre la drogue demeure aujourd'hui l'un des plus grands défis auxquels notre pays est confronté. C'est un fléau qui touche toutes les régions, toutes les communautés, toutes les familles et plus particulièrement notre jeunesse. Je salue le fait que le gouvernement reconnaisse la nécessité d'une approche globale reposant sur 3 piliers, la prévention, la répression et la réhabilitation. Cette approche traduit une compréhension de la complexité du problème, car il est évident qu'aucune stratégie fondée sur un seul volet ne pourra apporter une solution durable. Cependant, si nous voulons réellement obtenir des résultats, nous devons nous interroger sur l'équilibre entre ces 3 piliers. Et le budget met fortement l'accent sur les mesures de sécurité, le renforcement des capacités d'intervention et les actions répressives. Ces mesures sont importantes et nécessaires. Nos forces de l'ordre doivent disposer des moyens nécessaires pour lutter contre les trafiquants,
et démanteler les réseaux criminels. Mais soyons lucides, la répression elle seule ne gagnera jamais la guerre contre la drogue. Elle peut perturber les réseaux, elle peut permettre des arrestations, elle peut réduire temporairement l'offre, mais elle ne s'attaque pas aux causes profondes de la consommation. Et tant que la demande existera, l'offre trouvera toujours le moyen de revenir. C'est pourquoi la prévention, le traitement et la réhabilitation doivent bénéficier d'une attention et de ressources au moins équivalentes. Le gouvernement a lui-même reconnu que les personnes souffrant d'addiction doivent être considérées comme des victimes ayant besoin d'accompagnement, de soins et d'une véritable opportunité de réinsertion. Et je partage pleinement cette approche. Mais un principe n'a de valeur que lorsqu'il se traduit concrètement dans les politiques publiques et dans les choix budgétaires. Cela soulève donc une question légitime. Pourquoi une part plus importante des ressources n'a-t-elle pas été allouée à la National Agency for Drug Control, la NADEC, afin de renforcer les programmes de prévention, les structures de traitement, les centres de réhabilitation et les actions de sensibilisation dans les communautés? L'allocation prévue constitue certes un pas dans la bonne direction. Mais compte tenu de l'ampleur du problème, Monsieur le Vice-président, pouvons-nous sincèrement affirmer qu'elle est à la hauteur des enjeux? Chaque roupie investie dans la prévention permet d'éviter des coûts humains, sociaux et économiques beaucoup plus importants à l'avenir. Chaque jeune qui est empêché de tomber dans la dépendance représente une vie préservée, une famille protégée et un avenir sauvegardé. De même, chaque personne réhabilitée avec succès retrouve sa dignité et sa place dans la société. Nous devons donc dépasser une approche principalement réactive pour construire une véritable stratégie préventive. Les écoles, les familles, les collectivités locales, les organisations religieuses, les travailleurs sociaux, les professionnels de la santé et les forces de l'ordre doivent travailler ensemble dans le cadre d'une réponse nationale cohérente et coordonnée. Monsieur le Vice-président, l'objectif ne doit pas être uniquement d'arrêter davantage de personnes. L'objectif doit être que moins de personnes tombent dans l'addiction. L'objectif ne doit pas être uniquement de saisir davantage de drogue, mais l'objectif doit être de sauver davantage de vies. Sur cette question, il existe un terrain d'entente qui dépasse les clivages politiques. Nous devons nous assurer que nos politiques, nos priorités et nos ressources reflètent pleinement cette ambition. Car au final, notre responsabilité collective est claire: protéger nos citoyens, accompagner les personnes affectées par la dépendance et préserver l'avenir de notre pays. Monsieur le Vice-président, la sécurité est l'une des premières responsabilités de l'État. Sans sécurité, il ne peut y avoir ni développement économique durable, ni cohésion sociale, ni confiance dans les institutions. Je prends note des ressources importantes consacrées aux questions de law and order dans ce budget. Et je comprends la nécessité de doter nos forces de l'ordre de moyens humains, technologiques et matériels nécessaires pour accomplir leur mission. Mais au final, une question demeure. Les Mauriciens se sentent-ils aujourd'hui plus en sécurité? C'est cela le véritable test. Car les citoyens ne mesurent pas la sécurité à travers les chiffres budgétaires. Ils la mesurent lorsqu'ils rentrent chez eux le soir. Ils la mesurent lorsqu'ils laissent leurs enfants sortir. Ils la mesurent lorsqu'ils ouvrent leur commerce. Ils la mesurent, Monsieur le Vice-président, lorsqu'ils circulent dans leur quartier. Et les Mauriciens attendent des résultats concrets. Ils veulent moins de trafic de drogue. Ils veulent moins de criminalité. Ils veulent moins de violence. Mais ils veulent davantage de présence policière sur le terrain. Ils veulent davantage de proximité entre les forces de l'ordre et les citoyens. La lutte contre la criminalité ne peut pas reposer uniquement sur une approche répressive. La sécurité commence également par la prévention. Elle passe par l'éducation, elle passe par l'insertion des jeunes, elle passe par le sport, elle passe par la lutte contre l'abandon scolaire,
elle passe par la lutte contre la toxicomanie. Nous devons également, Monsieur le Vice-président, veiller à préserver un équilibre fondamental entre sécurité et liberté individuelle. Une démocratie forte est capable de protéger ses citoyens tout en respectant leurs droits fondamentaux. Les deux objectifs ne sont pas incompatibles. Le pays a besoin d'une stratégie cohérente où la police, les collectivités locales, les écoles, travailleurs sociaux et les familles travaillent ensemble. Car la sécurité ne se construit pas uniquement dans les commissariats. Elle se construit aussi dans les quartiers, dans les écoles, au sein des familles. Je soutiendrai donc toutes les mesures qui améliorent réellement la sécurité des Mauriciens. Mais je continuerai également à demander des comptes sur les résultats obtenus. Car ce qui importe, ce n'est pas seulement ce qui est annoncé dans un budget, ce qui importe, c'est ce qui change concrètement dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Monsieur le Vice-président, dans ma course contre la montre, je m'arrête un moment aux courses hippiques. Je dois saluer la mesure qui consiste à aider les apprentis jockeys mauriciens à avoir une assurance et recevoir une formation. J'avais suggéré cela au Premier ministre lors d'une de mes questions dans cette Assemblée. Je demande au gouvernement d'étendre cette mesure aux track riders, jockeys locaux et palefreniers. Ce sont les principaux artisans de l'industrie hippique mauricienne. Ils sont à pied d'œuvre de janvier à décembre pour garder cette industrie vivante. Ils méritent toute notre attention et notre considération. Par ailleurs, le gouvernement annonce la création d'un Horse Racing Fund. Mais à bien y voir, il n'y aura pas de grands changements sur cette nouvelle relation. One more minute. On change simplement de nom. Les activités de la Gambling Regulatory Authority et de sa Horse Racing Integrity Division se font à travers la Responsible Gambling and Capacity Building Fund. Il passera désormais sur le nouveau Horse Racing Fund. Je rappelle à la Chambre que la GRA fait déjà les frais des analyses de contrôle antidopage pendant la saison et hors compétition également. Donc, rien de nouveau en ce qui concerne cette annonce. Je vais conclure, Monsieur le Vice-président, en disant quelques mots rapidement sur le volet culture du budget 26-27. Quelques secondes. Je note les intentions positives annoncées de la culture. Je note les intentions positives annoncées en faveur de la culture et de nos artistes. Toutefois, je regrette l'absence d'un projet concret pour doter le pays d'une véritable infrastructure permettant à nos artistes de se produire dans des conditions professionnelles et devant un large public. Monsieur le Vice-président, la culture n'est pas un luxe, elle fait partie de notre identité nationale et mérite des investissements à la hauteur du talent de nos artistes. Je prends acte des mesures annoncées dans ce budget, mais au-delà des déclarations d'intention, je serai particulièrement attentif à leur mise en œuvre. Nos artistes ont entendu beaucoup de promesses au fil des années. Il est temps, Monsieur le Vice-président, de passer des annonces aux réalisations concrètes. Je vous remercie.